Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des gîtes d'affiliation magmatique. Tel que vous pouvez le lire, nous sommes toujours en métallogénie avec le géologue Chingama Rodrigue de la République démocratique du Congo. Nous parlons aujourd'hui gîtes d'affiliation magmatique. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder, de suivre mes autres vidéos, je vais peut-être récapituler pour vous donner un bref aperçu sur la métallogénie en général. En fait, la métallogénie, c'est tout simplement une branche de la géologie qui étudie ou qui a pour objet l'étude de genèse, n'est-ce pas, de gîtes métallifères. Étude, n'est-ce pas, de genèse de gîtes métallifères. Alors ici, la métallogénie veut beaucoup plus se concentrer sur les caractéristiques minéralogiques, n'est-ce pas? Donc l'on se base beaucoup plus en métallogénie sur les caractéristiques, n'est-ce pas, minéralogiques pour, n'est-ce pas, faire cette étude qui est très très importante, n'est-ce pas, dans tout ce qui est comme prospection minière. Je suis en train de venir, nous sommes en train de parler de gîtes métallifères. J'en profite pour vous donner la différence qui existe entre un gîte et un gisement. Par gisement, on sous-entend une anomalie ou encore, si je peux dire, une concentration anormalement élevée d'un ou de plusieurs types d'éléments dans la croûte terrestre et, n'est-ce pas, qui est économiquement exploitable. Alors, on entend par gîte une concentration anormalement élevée, n'est-ce pas, mais qui ne présente pas de gain. Voilà. Nous sommes en train de parler de la métallogénie. Alors, la métallogénie, très souvent, elle est subdivisée en deux grandes parties. Vous avez la métallogénie fondamentale, n'est-ce pas, qui traite, n'est-ce pas, de théories expliquant les paragénèses minérales, n'est-ce pas, le processus de mise en place, n'est-ce pas, d'un gisement, et la métallogénie appliquée, qui, cette fois-là, essaie d'étudier un gisement pour, n'est-ce pas, déterminer quelques caractéristiques qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de nous permettre de découvrir un autre type de gisement, plutôt un autre gisement de même type que ce dernier. Nous sommes en train de parler gîtes d'affiliation magmatique. Les gîtes minéraux d'affiliation magmatique, jusqu'aujourd'hui, nous parlons de deux processus principaux qui nous permettent, n'est-ce pas, la formation de ce type de gisement qui est tout simplement le gîte d'affiliation magmatique. Donc le premier processus qui conduit à la formation de minéraux d'affiliation magmatique, c'est donc la cristallisation fractionnée, et le second, c'est donc la ségrégation du liquide émissible. Donc, cristallisation fractionnée, n'est-ce pas, ségrégation du liquide émissible. Donc, je m'attaque premièrement à la cristallisation fractionnée. Vous connaissez le processus de sédimentation, n'est-ce pas? Nous pouvons parler des roches, n'est-ce pas, sédimentaires, selon que ces roches se forment, n'est-ce pas, après altération d'une roche préexistante qui peut être sédimentaire, magmatique ou encore métamorphique, et, n'est-ce pas, qui subit donc le sédiment obtenu ou encore la matière obtenue, n'est-ce pas, subit un transport qui peut être éolien, qui peut être, n'est-ce pas, qui peut être, c'est pas moi, par l'eau, par, je sais pas moi, c'est que vous pouvez, par la glace et tout, et qui subit, n'est-ce pas, une sédimentation dans un bassin sédimentaire. Est-ce que vous savez que dans une chambre magmatique, le phénomène de sédimentation se passe aussi? Voilà. Les gisements minéraux d'affiliation magmatique se formant par le processus de cristallisation fractionnée, n'est-ce pas? Je reviens d'abord sur la cristallisation fractionnée, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Le magma tel qu'il vient, n'est-ce pas, de la profondeur, selon que, n'est-ce pas, vous pouvez avoir de phénomènes d'anatexie différentielle, n'est-ce pas, ou encore la fusion basique crustale qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de la formation d'un magma, n'est-ce pas, remonte vers la surface
et subit, n'est-ce pas, un processus de refroidissement du bas, n'est-ce pas, vers le haut. Alors, ce refroidissement conduit, n'est-ce pas, à des conditions, n'est-ce pas, d'existence, à des conditions, voilà le mot, à des conditions d'existence de certains minéraux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette condition, n'est-ce pas, d'existence pour que le pyroxène puisse se former. Il faut qu'il y ait cette condition d'existence, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, les péridot puissent se former. Et cette condition d'existence, c'est tout simplement la température et la pression. C'est-à-dire à une certaine température, à une, n'est-ce pas, certaine pression dans le magma, il y a existence, n'est-ce pas, de péridot par exemple. Alors, notre ami Bowen, n'est-ce pas, qui a fait sa publication pour la première fois en 1915 et qui a formalisé cela, n'est-ce pas, lors d'un traité en 1928, vient développer ce qu'on appelle la série réactionnelle de Bowen. La série réactionnelle de Bowen veut nous dire quoi? Selon que à telle température, à telle pression, tel minéral, n'est-ce pas, peut exister, n'est-ce pas, dans la chambre magmatique, vous avez, n'est-ce pas, une série fractionnée, n'est-ce pas, selon une température, une pression quelconque d'existence de minéraux. Ainsi donc, à très très haute température et haute pression, vous avez premièrement les péridots qui vont se former selon que nous avons dans la famille des péridots au pôle ferrique la fayalite, au pôle magnésique la phosphérite et l'intermédiaire qui est tout simplement l'olivine. Voilà, vous avez la série réactionnelle de Bowen. Alors, lorsque vous êtes dans une chambre magmatique, n'est-ce pas, les minéraux existants à une certaine température et pression possèdent des densités différentes. Voilà, je suis en train de parler de la sédimentation dans une chambre magmatique. Je suis en train de venir sédimentation dans une chambre magmatique, c'est-à-dire que lorsque vous avez les minéraux néoformés, n'est-ce pas, pas néoformés, donc qui se sont formés tout de suite, je m'excuse pour le mot, je peux dire néoformés parce que je ne parle pas au passé, un truc comme ça. Vous avez les minéraux nouvellement formés, n'est-ce pas, lors, n'est-ce pas, de la formation du magma à haute température, haute pression, vous avez les premiers minéraux qui se sont formés, n'est-ce pas? Ces minéraux ont des densités différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe là, n'est-ce pas? Selon que le magma possède aussi une densité et une viscosité, le minéral qui aura une densité plus supérieure à celui du magma va précipiter, n'est-ce pas? Et ainsi donc, vous allez avoir de niveaux de minéraux selon que la densité, n'est-ce pas, sera la même, n'est-ce pas, à une viscosité, une densité donnée du magma. Alors, vous devez savoir ceci, mes chers amis, que lorsque il y a formation de minéraux, il y a également changement de la composition du magma, n'est-ce pas? Vous avez ce qu'on appelle un magma résiduel, n'est-ce pas? Un magma résiduel. Alors ça, c'est le premier type de processus de formation, n'est-ce pas, des minéraux de gîte, minéraux d'affiliation magmatique qui sont formés, n'est-ce pas, par le phénomène de cristallisation fractionnée. Alors, je vais vous dire quelque chose. Nous avons notre ami Goldish, n'est-ce pas, qui, lorsqu'il a établi aussi la série de stabilité des éléments, nous a permis de comprendre que les minéraux qui se forment vers la fin, n'est-ce pas, dans la série réactionnelle de Bowen, n'est-ce pas, par exemple le quartz, s'altère difficilement. Chingama Kaona Rodrigue, laissez-moi un commentaire et, n'est-ce pas, je vous donne la deuxième partie. Ciao.